Mesdames et messieurs, la Cour est en session. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour juger ceux qui ont façonné l'histoire de la Russie, ceux dont les décisions ont changé le destin d'un peuple et parfois du monde entier. Entre grandeur et désastre, entre espoir et terreur, ces hommes ont gouverné, tranché, ordonné. Leur place dans l'histoire est écrite, mais leur culpabilité ou leur réhabilitation reste en débat. Sont-ils des visionnaires ou des despotes, des bâtisseurs ou des fossoyeurs, des héros ou des traîtres? Ce tribunal, bien qu'imaginaire, se veut impartial. L'histoire les a déjà jugés, mais aujourd'hui c'est à nous d'entendre leur procès. Que la séance commence. Il est des hommes que l'histoire façonne et d'autres qui façonnent l'histoire. Lénine appartient à la seconde catégorie. Sans lui, le XXe siècle n'aurait pas été le siècle des révolutions. Sans lui, le marxisme serait peut-être resté un texte de bibliothèque commenté par des intellectuels impuissants, incapables de se traduire en force matérielle. Lénine n'a pas simplement écrit, il a agi. D'autres avaient dénoncé l'oppression. D'autres avaient rêvé d'un monde où l'ouvrier ne courberait plus l'échine sous le fouet du capital. Mais seul Lénine a transformé le rêve en une organisation, l'organisation en un parti et le parti en un État. Il a été le stratège implacable d'une cause qu'il considérait comme absolue, l'émancipation des masses par la dictature du prolétariat. Lénine n'a pas été qu'un révolutionnaire, il a été un théoricien. Avant lui, le marxisme restait une idée en suspens. Fallait-il attendre patiemment que l'histoire suive son cours? Fallait-il espérer que la bourgeoisie s'effondre d'elle-même sous le poids de ses contradictions? Lénine a balayé ses hésitations d'un revers de main. Il a posé un principe fondamental. La révolution ne vient pas seule, elle doit être provoquée. Il a compris que le prolétariat, livré à lui-même, pouvait rester prisonnier de ses chaînes pour l'éternité. Il fallait une avant-garde, un parti discipliné, des hommes résolus. Pas un rassemblement informe de bavards, mais une machine de guerre politique. Le marxisme-léninisme était né, une théorie du pouvoir qui ne se contentait plus de commenter le monde, mais qui entendait le prendre. Octobre 1917, la Russie est en crise, le peuple souffre. D'autres auraient tergiversé, cherché des compromis, attendu le bon moment. Pas Lénine. Il savait que l'histoire ne pardonne pas aux hésitants. Il savait que les masses ne suivent pas les théoriciens, mais les hommes d'action. En quelques semaines, il abat le gouvernement provisoire, renverse l'édifice vermoulu du tsarisme et met au monde le premier État socialiste de l'histoire. Ce que d'autres auraient vu comme un chaos, il l'a transformé en opportunité. Son génie n'a pas été de faire tomber un régime, mais d'en ériger un nouveau immédiatement. Là où la Révolution française avait mis une décennie à trouver un ordre stable, Lénine a imposé en quelques mois la dictature du prolétariat. Il a nationalisé l'industrie, exproprié les possédants, imposé aux classes dominantes la loi qu'elles avaient si longtemps fait subir au peuple. Son œuvre n'a pas été un simple coup d'éclat. Il a consolidé la révolution dans le feu et le sang de la guerre civile. Il a brisé les armées soutenues par les puissances occidentales. Il a compris que l'idéalisme seul ne fait pas une nation, et il a forgé l'URSS par une politique implacable. Discipline du parti, centralisation de l'économie, terreur contre les saboteurs et les contre-révolutionnaires. Il est mort trop tôt, son corps n'était pas à la hauteur de son esprit, mais il a laissé une machine en marche, une idéologie structurée, un État solide. Sans lui, pas d'URSS, sans lui, pas de socialisme réel. Lénine n'était pas un homme, il était une époque. Il était la preuve que la volonté, lorsqu'elle est alliée à la stratégie, peut tordre le cou au destin. Il a montré que l'histoire n'est pas écrite par des forces abstraites, mais par des hommes capables d'imposer leur vision au monde. Certains l'ont trahi, d'autres l'ont critiqué, mais aucun ne l'a dépassé. Son nom est gravé dans la pierre, non comme une relique, mais comme un avertissement. L'histoire appartient à ceux qui osent la prendre en main.
Il fut un temps où Léon Trotsky, fort de son éloquence et de ses prétentions théoriques, se tenait aux côtés des bolcheviks. Il haranguait les foules, prônait la discipline révolutionnaire et se rêvait stratège d'un avenir radieux. Pourtant, il était déjà porteur du virus qui allait le perdre, l'opportunisme, l'arrogance intellectuelle et l'incapacité à comprendre les réalités du pouvoir. L'histoire a tranché. Staline, bâtisseur du socialisme réel, a triomphé. Trotsky, exilé, a comploté contre la seule patrie socialiste existante. Il a conspiré avec la bourgeoisie mondiale sous prétexte de révolution permanente. Son sort était écrit. Loin d'être un martyr, il est l'exemple parfait de la dégénérescence d'un révolutionnaire incapable de trancher avec ses illusions petites bourgeoises. Trotsky voulait exporter la révolution avant même de la consolider. Cette vision naïve et suicidaire n'a fait que fragiliser l'URSS, l'exposant aux menaces extérieures. Incapable d'admettre que la défense du socialisme passe par la construction d'un État fort, il a méprisé les nécessités de la géopolitique, sacrifiant l'intérêt national sur l'autel d'un internationalisme abstrait. Aujourd'hui encore, ses héritiers poursuivent son œuvre de sabotage. Sous couvert d'antifascisme ou de progressisme, il s'aligne sur les intérêts du capitalisme mondialisé, faisant de la lutte des classes un champ secondaire au profit de nouvelles divisions artificielles dont ils ont le secret. Jeunes contre vieux, femmes contre hommes, minorité contre majorité. Il détourne la colère populaire vers des luttes périphériques, désamorçant toute possibilité de révolution véritable. Trotsky n'a jamais compris que la force d'un peuple réside dans son unité. Là où Staline a organisé la classe ouvrière et construit un État structuré, Trotsky et ses épigones ont fragmenté le mouvement révolutionnaire. En rejetant l'autorité et la centralisation, ils ont laissé la porte ouverte aux éléments les plus anarchisants et aux courants déviationnistes. Cette dérive n'a jamais cessé de s'aggraver. Là où le marxisme-léninisme exige une transformation économique radicale, le trotskisme moderne se contente de gesticulations morales et de revendications marginales. Les trotskistes d'aujourd'hui ne parlent plus de nationalisation ou de collectivisation, mais de quotas, de parité, de déconstruction et de cancel culture. Ils ont trahi la révolution pour l'adapter au code de la bourgeoisie libérale. Trotsky ne pouvait finir que comme il a vécu, dans l'ombre, conspirant et finalement abattu par un homme d'action. Ramon Mercader, son assassin, n'a pas tué un penseur, il a simplement éliminé un traître. Il a écrasé une vermine, un cloporte. La justice révolutionnaire n'a pas besoin de tribunal bourgeois. Elle frappe là où c'est nécessaire. Le coup de piolet qui a frappé Trotsky à Mexico en 1940 n'a pas seulement mis fin à un individu, il a également mis un terme à une vision utopiste et dangereuse, à un courant qui aurait pu ruiner le socialisme naissant. Mais comme un parasite, le trotskisme s'est reformé, il a pris d'autres visages, s'adaptant aux intérêts du capital. Aujourd'hui encore, il subsiste sous des formes nouvelles, infiltrant les luttes progressistes et se mettant au service du désordre mondial. L'histoire ne pleure pas Léon Trotsky, elle le condamne. Joseph Staline n'a pas été un tyran sanguinaire guidé par le sadisme. C'était au contraire un stratège inflexible, confronté à des défis colossaux. La gestion d'un État qui s'étend sur plus de 22 millions de kilomètres carrés et qui est peuplé de près de 170 millions d'habitants, ça nécessite une main de fer. On ne peut pas gouverner un État comme ça en étant une chiffre molle. Le premier souci de Joseph Staline n'était pas la gestion des individus, mais la position géostratégique de l'URSS face aux grandes puissances. Certes, la dictature qu'il a instaurée ne se préoccupait pas des petites revendications individuelles, du développement humain, du bonheur du peuple. Cette dictature répondait plutôt à une logique d'efficacité. Il fallait éliminer les problèmes internes pour se concentrer sur la scène internationale. Staline a pratiqué des purges, il est vrai, mais Staline n'a pas liquidé ses opposants pour le simple plaisir de la violence, mais parce qu'il gérait un État en perpétuelle instabilité. Ce que les anticommunistes primaires oublient systématiquement de rappeler, c'est que l'URSS était assiégée par des menaces externes, et elle était également minée de l'intérieur par des factions rétives. La purge des cadres du parti et de l'armée rouge,
qui est souvent critiqué, visait à assurer une discipline stricte et un appareil étatique dévoué. Une mécanique cruelle, je ne dis pas le contraire, mais sans cela, la bureaucratie soviétique aurait été paralysée par des luttes intestines. Quant au goulag, on a écrit des pages et des pages d'horreur sur le goulag. Mais là encore, l'internement de millions de citoyens dans des camps de travail ne relevait pas de la folie sadique. Le goulag, c'est avant tout une gestion optimisée des ressources humaines. L'URSS devait être industrialisée à marche forcée et les infrastructures cruciales comme les mines, les canaux et les voies ferrées n'allaient pas se construire toutes seules. Pour créer tout ça, il fallait une main-d'œuvre abondante et bon marché. Staline ne pouvait pas se permettre de laisser des opposants oisifs ou des déviants idéologiques déstabiliser l'économie, alors il leur a assigné une fonction productive. Le goulag, c'est avant tout une administration efficace et pragmatique du capital humain. Sur l'Holodomor et les famines de la collectivisation, qui sont souvent présentées comme des crimes, il faut y revenir. En réalité, l'URSS était engagée dans une compétition industrielle avec les puissances capitalistes, et la collectivisation permettait de maîtriser la production agricole pour financer la modernisation. Alors oui, des millions de citoyens sont morts, mais l'URSS n'avait pas le loisir de temporiser. Il fallait bien créer une industrie de guerre performante avant que les menaces extérieures ne la détruisent. Ces menaces extérieures, c'était l'Allemagne du Troisième Reich, les États-Unis d'Amérique. L'URSS était en guerre contre ces puissances, excusez du peu. Pour en terminer avec les reproches régulièrement adressés au régime stalinien, nous devons bien évoquer le niveau de vie, le pouvoir d'achat, ces conceptions typiquement bourgeoises. Mais les critiques sur la pauvreté et la pénurie occultent un fait majeur. Staline n'avait pas pour objectif de satisfaire des caprices consuméristes. Il avait pour objectif de faire de l'URSS une puissance invincible. Les sacrifices imposés aux citoyens étaient le prix à payer pour la transformation rapide d'un pays arriéré en superpuissance. Il ne gérait pas un kebab, mais une gigantesque machine stratégique où chaque individu devait être un rouage utile à la société. Staline a été confronté à une guerre d'anéantissement face à l'Allemagne du Troisième Reich, et puis à une lutte à mort contre les États-Unis. Dans un contexte pareil, toute dissidence était une faille exploitable par l'ennemi. La discipline impitoyable, imposée à l'intérieur du pays, était une condition sine qua non de la victoire. L'URSS ne pouvait pas se permettre de débattre sur la liberté d'expression, sur le pouvoir d'achat, lorsque l'ennemi américain projetait son influence et sa puissance militaire sur le monde entier. Remettons-nous dans le contexte de l'époque, s'il vous plaît. Ainsi, loin d'être un monstre irrationnel, Staline a appliqué une gestion stratégique, radicale et pragmatique de ses ressources humaines. Son approche ne tolérait aucun parasitisme ni aucune inefficacité. Il a transformé un pays en retard en superpuissance en quelques décennies. Comment a-t-il opéré ce miracle ? Eh bien, au prix d'une discipline de fer et d'une administration implacable. Si le coût humain a été élevé, l'objectif a été atteint. L'URSS a tenu tête aux plus grandes puissances mondiales. Finalement, Staline était moins un tyran qu'un manager impitoyable. Nous pouvons donc dire, sans aucune mauvaise foi, que le bilan du stalinisme est globalement positif. N'en déplaise à la racaille libérale et aux anticommunistes primaires, subventionnés, il va de soi, par les officines américaines. L'histoire officielle retient souvent Ramon Mercader comme un assassin froid, un instrument aux mains de Staline, un criminel exécutant un ordre inflexible. Mais cette lecture est celle des vaincus, des idéalistes trahis par leur propre faiblesse. La vérité est tout autre. Mercader fut un soldat politique, un homme d'une fidélité absolue, un héros silencieux dont l'acte dépasse l'entendement commun. Ramon Mercader n'a pas tué par intérêt personnel, par vengeance mesquine ou par haine aveugle. Il a agi en homme de conviction, en soldat dévoué à une mission supérieure. L'époque n'était pas à l'indécision. Soit on défendait la révolution contre ses ennemis internes, soit on devenait un obstacle à sa marche. Mercader a compris que la politique est un combat et qu'un empire idéologique ne peut pas tolérer l'incertitude. Il a été l'instrument nécessaire à la survie d'un projet plus grand que lui, le projet de l'État socialiste. Contrairement aux figures politiques qui trahissent souvent au gré du vent, Mercader a incarné la fidélité. Il n'a pas seulement accepté une mission, il s'est fondu dans cette mission.
Il a abandonné son identité, sa liberté et ses attaches pour devenir l'ombre qui s'approcherait de Trotsky. Ce n'est pas l'acte d'un mercenaire, mais d'un croyant, d'un ascète de sa discipline. Pendant des années, il a vécu sous un faux nom. Il s'est imprégné du rôle que l'histoire lui assignait jusqu'au dénouement final, un coup de piolet dans une chambre de Mexico. Son arrestation, sa détention prolongée, l'indifférence du pouvoir soviétique à son égard après sa mission accomplie ne l'ont jamais poussé au reniement. Il est resté fidèle, silencieux, endurant, jusqu'à son retour triomphal à Moscou, où il reçut l'ordre de Lénine. Peu d'hommes au monde peuvent prétendre à un tel degré de dévouement. Trotsky n'était pas un simple exilé sans importance, il incarnait une menace vivante pour l'URSS. Ses écrits, sa parole et son existence contredisaient la légitimité de Staline et offraient aux dissidents un espoir destructeur. En le laissant en vie, on laissait subsister un ferment de division, une brèche dans le monolithe soviétique. Il fallait une main ferme pour refermer cette brèche. Mercader fut cette main. Son geste n'était ni un acte gratuit, ni un règlement de compte personnel. C'était l'aboutissement d'une logique, d'une lutte idéologique où l'hésitation aurait signifié l'effondrement. Le socialisme ne pouvait pas se permettre de ménager ses ennemis internes. Dans toute l'histoire des assassinats politiques, rares sont ceux qui furent menés avec autant de maîtrise et de précision. Mercader ne laissa rien au hasard. Infiltration patiente, séduction, manipulation, préparation minutieuse du terrain, il avait tout prévu. Si le destin s'était montré légèrement plus clément, il aurait disparu sans laisser de traces. Mais même démasqué, il garda le silence pendant des années, protégeant ses commanditaires jusqu'au bout. Là où d'autres auraient craqué sous la pression, Mercader, lui, fit preuve d'une abnégation totale. On peut voir en Ramon Mercader un assassin, mais on peut aussi voir en lui un homme d'une rare détermination, d'un courage froid et d'une fidélité inébranlable. Il a incarné la discipline révolutionnaire dans ce qu'elle a de plus tranchant, l'élimination sans concession des obstacles idéologiques. Son acte n'était pas celui d'un homme, mais d'une volonté historique, d'un exécutant lucide qui a compris ce que peu osent admettre. La politique est une affaire de vie et de mort. Et dans ce jeu, Ramon Mercader fut un maître silencieux. Gorbatchev occupe une place unique dans l'histoire contemporaine. C'est l'homme qui a ouvert l'Union soviétique au reste du monde, mettant un terme à des décennies de cloisonnement, de censure et de tensions internationales. Son action n'a pas seulement transformé la Russie, mais elle a également redessiné la carte géopolitique mondiale. Par ses réformes de la perestroïka et de la glasnost, Gorbatchev a insufflé un vent nouveau sur un système rigide et sclérosé. En permettant une plus grande liberté d'expression, il a rendu aux citoyens soviétiques le droit de critiquer, de débattre et d'imaginer un avenir au-delà du carcan idéologique qui pesait sur eux jusqu'alors. L'économie planifiée, qui était inefficace parce que, asphyxiée par la bureaucratie, a connu une tentative de modernisation qui, certes, elle a été chaotique, mais qui marquait un pas vers un monde plus ouvert et plus compétitif. Mais son héritage va encore bien au-delà des frontières russes. C'est grâce à lui que le rideau de fer est tombé, mettant fin à la division artificielle entre l'Est et l'Ouest. C'est sous son impulsion que les relations avec les États-Unis et l'Europe se sont pacifiées, éloignant le spectre d'une guerre nucléaire qui planait sur le monde depuis des décennies. En négociant des accords de désarmement et en favorisant la réunification allemande, il a été l'un des architectes d'un nouvel ordre mondial fondé sur la coopération plutôt que sur la confrontation. Mais Gorbatchev a payé le prix fort de ses choix. Honni par une partie de la population russe qui voyait en lui le fossoyeur soviétique, trahi par les conservateurs du parti qui n'acceptaient pas ses réformes, il est finalement tombé en disgrâce dans son propre pays. Pourtant, son courage et sa lucidité ont permis à la Russie de s'inscrire dans une dynamique nouvelle, rompant avec l'isolement et la stagnation. Aujourd'hui, il est essentiel de reconnaître ce qu'il a accompli. Si la Russie a pu, à un moment donné, sortir de son autarcie et embrasser un dialogue avec le monde, c'est en grande partie grâce à Gorbatchev. C'est à lui que nous devons la fin d'une ère de tension extrême. C'est à lui que nous devons l'espoir d'un monde plus libre et plus apaisé. Alors merci Gorbatchev. Merci d'avoir eu la vision et l'audace de défier un système qui semblait immuable. Merci d'avoir ouvert des portes là où d'autres auraient voulu ériger des murs. L'histoire, malgré ses contradictions et ses jugements impitoyables, retiendra ton rôle fondamental dans l'évolution du monde moderne. Merci Gorbatchev.
Boris Eltsine a gouverné une Russie en ruine, un empire soviétique effondré, une nation déchirée entre le passé et l'avenir. Il a été comme le capitaine d'un bateau ivre, ballotté par les tempêtes de la trahison, et s'il a pris des décisions critiquables, il n'a jamais fui ses responsabilités. Il aurait pu choisir la répression, la nostalgie ou l'immobilisme, mais il a tout de même choisi l'ouverture. L'économie planifiée, asphyxiée, devait céder la place à un capitalisme naissant, brutal, chaotique, oui, certes, mais porteur d'une promesse, celle d'une Russie enfin intégrée au monde. La thérapie de choc a effectivement été douloureuse, les oligarques se sont accaparés les richesses du pays, mais pouvait-il en être autrement ? Faut-il condamner celui qui a ouvert la cage, même si les premiers à en sortir furent les bêtes les plus voraces ? Oui, Eltsine a vacillé, hésité, oui, il a mené une guerre désastreuse en Tchétchénie, et oui, son règne a été marqué par la corruption et l'affaiblissement de l'État. Mais il a aussi évité le pire. La Russie aurait pu sombrer dans le totalitarisme, dans la guerre civile, elle aurait pu éclater de manière irréversible. Il a préféré le désordre à l'oppression, l'imperfection au cauchemar. Peut-on l'en blâmer ? Eltsine n'était pas un bâtisseur, il était un démolisseur, c'est vrai. Il a brisé l'URSS, mais il a laissé aux générations suivantes la possibilité de reconstruire. Sans lui, il n'y aurait jamais eu de renaissance économique, il n'y aurait pas eu de redressement. Il fut le père d'une Russie malade, mais vivante. Et cette vie, malgré ses soubresauts, valait mieux que l'agonie soviétique. Eltsine était un pont entre deux époques. Instable, fragile, imparfait, mais un pont tout de même. Il n'a pas conduit la Russie vers la grandeur, mais il lui a offert une chance, une porte ouverte. Et si d'autres ont dû venir derrière lui pour redresser le pays, il fallait qu'un homme acceptât de porter sur ses épaules la ruine de la Russie. Quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir en 2000, la Russie est un pays à genoux. Les guerres en Tchétchénie, la crise économique de 1998, la corruption généralisée et les oligarques tout-puissants ont vidé l'État de sa substance. Poutine, lui, comprend une chose essentielle. Celui qui contrôle l'armée contrôle le pays. Avec une main de fer, il reprend les rênes, mate les oligarques et redonne à la Russie sa souveraineté. Les années 90 ont vu une poignée d'hommes d'affaires s'accaparer les richesses du pays, pillant les ressources énergétiques et manipulant le pouvoir à leur guise. Poutine n'a pas toléré cet état de fait. Il a envoyé un message clair, l'État est de retour. Khodorkovsky, le milliardaire trop ambitieux, a été jeté en prison. Berezovsky, autrefois maître du Kremlin dans l'ombre, s'exile et meurt mystérieusement. Poutine ne négocie pas. Il dicte les règles du jeu. Désormais, les oligarques servent l'État, et non l'inverse. Sous Eltsine, la Russie était en faillite. Elle vendait ses entreprises à vil prix et vivait sous la tutelle infamante du FMI. Avec Poutine, le pays rembourse sa dette, capitalise sur ses ressources énergétiques et retrouve une stabilité économique. La croissance revient, les salaires augmentent et le peuple recommence à croire en un avenir meilleur. Avec un État fort et une économie stabilisée, Poutine entreprend de restaurer l'influence russe sur la scène internationale. La Crimée, perdue en 1991, est reprise en 2014. L'Occident s'indigne, mais la Russie, elle, jubile. Elle n'est plus un pion, elle est redevenue un acteur majeur des relations internationales. Vladimir Poutine restera dans l'histoire comme celui qui a restauré l'ordre après le chaos, qui a réaffirmé la souveraineté de la Russie face aux oligarques et aux ingérences étrangères. Son parcours est celui d'un chef d'État qui a su imposer la loi du plus fort, car il savait que dans un monde impitoyable, le pouvoir ne se mendie pas, il se prend.